Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois dans cette série ou ceux qui nous reviennent après la dernière, c'est une édition de série de conférences qui vise à faire part de ce que l'économie fait pour répondre à des enjeux de société majeurs au Québec, parce qu'on est convaincu que des défis communs, ça prend des solutions collectives. Donc, peut-être une mise en contexte pour ceux qui ont moins entendu parler d'économie sociale ou ne savent pas trop ce que c'est. Quand on parle d'économie sociale ou d'entrepreneuriat collectif, on parle d'une façon d'entreprendre qui est basée sur une réponse collective, autonome du gouvernement et qui va viser le rendement à la communauté ou à ses membres. Au Québec, c'est plus de 11 200 entreprises collectives. Ils ont un chiffre d'affaires ensemble de plus de 47,8 milliards de dollars. C'est 220 000 emplois, mais c'est aussi 90 000 administrateurs bénévoles dans toutes les régions qui s'impliquent dans leurs entreprises. Et de ces administrateurs, la moitié sont des femmes. 1 sur 5 sont des jeunes. Donc, on voit que la composition de ces conseils d'administration est très différente du public ou du privé. Et comme ce sont des entreprises collectives où chacun a une voix égale, ça donne des décisions très différentes d'autres formes d'entreprises qui font que les entreprises d'économie sociale sont généralement particulièrement innovantes et particulièrement résilientes et pérennes. Dire aussi que le Québec est reconnu à l'échelle internationale pour la place de l'économie sociale et pour les solutions innovantes qu'on a développées dans nombreux secteurs, dont l'agroalimentaire. Il y a des entreprises d'économie sociale en agroalimentaire qui ont presque 100 ans au Québec. Donc, dans ce webinaire en particulier, justement, on parle d'autonomie alimentaire. Je pense qu'on en a parlé beaucoup à l'échelle du Québec de plein de points de vue, mais particulièrement dans un contexte de pandémie, parce que cette pandémie nous a révélé des lacunes dans nos systèmes alimentaires. Entre autres, les mécanismes de distribution locale limités. Donc, on n'avait pas accès à des produits alors qu'ils s'en produisaient tout proche de chez nous. Une concentration de certains processus de transformation qui nous rendaient plus vulnérables. On a vu quand il y avait des abattoirs qui étaient fermés, on ne pouvait plus consommer de certains aliments. Et une certaine dépendance sur des importations, des main-d'œuvre étrangères, etc. Pourtant, on sait que le Québec est une région fertile, que le secteur de l'agroalimentaire est depuis presque 100 ans un lieu d'organisation puis d'innovation pour préserver cette capacité agricole. On a un modèle très particulier au Québec là-dessus, puis l'économie sociale y est pour beaucoup. Mais aussi, en particulier, depuis plusieurs années, partout au Québec, il y a des initiatives qui se développent pour répondre à une volonté palpable de produire et de consommer de façon plus durable, donc des circuits plus courts, des pratiques plus durables sur le plan environnemental, mais aussi l'accessibilité aux produits locaux, des conditions dignes pour nos producteurs. Donc, c'est intéressant parce qu'on a à la fois une présence historique, mais beaucoup de nouveaux développements dans ce secteur en économie sociale. Et ces entreprises, l'économie sociale en particulier, est appelée à accroître sa contribution à notre autonomie alimentaire. C'est d'ailleurs une des visées du plan d'action gouvernemental qui a été dévoilé ce novembre, qui est sur 5 ans. Alors, la première présentation, justement, d'une de ces initiatives qui émergent pour faire mieux, c'est la coopérative pour l'agriculture de proximité, la CAP. Et ici, pour nous en parler, on a Caroline Poirier, qui est la présidente de la CAP. Caroline? Oui, donc bonjour tout le monde, je vous remercie pour l'invitation. Donc, Caroline Poirier, je suis productrice agricole dans la région de l'Estrie, à la ferme Croque Saison, où on fait principalement des légumes biologiques, mais également de l'élevage. Puis, je suis présidente de la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique, la CAP. Puis, c'est évidemment à ce titre-là que je suis invitée aujourd'hui. Donc, je suis venue vous parler un petit peu de ce qu'on met en place à la CAP, de l'historique, mais de aussi comment et pourquoi on a choisi l'économie sociale. Donc, j'avais envie de commencer par une petite citation militante de Hervé Kempf. L'avenir n'est pas dans une relance fondée sur la technologie, mais dans un nouvel agencement des relations sociales. Parce qu'on nous parle beaucoup de relance ces temps-ci. Les défis de l'heure exigent de sortir de la logique du profit maximal et individuel pour créer des économies coopératives visant au respect des êtres et de l'environnement naturel. Donc, pour moi, ça résonnait beaucoup. Je pense que c'est probablement quelque chose qui nous anime tous et toutes, là, qui sommes présents ici autour de la table aujourd'hui.
Donc l'AKP a été fondée en 2013. Suite au fait qu'on était déjà une communauté de fermiers et fermières de famille, pour la plupart membres du réseau des fermiers de famille fondé par Équiterre il y a 25 ans cette année. Puis, on avait vraiment envie de se rassembler pour s'offrir autre chose que ce que le réseau pouvait nous offrir comme service qui se concentrait sur la promotion des paniers bio au Québec, puis la concertation au niveau de l'offre. Donc, on voulait s'offrir des achats collectifs, entre autres, mais aussi un service de représentation politique de nos intérêts. Parce que dans le contexte agricole, ben, on le sait, on a un syndicat unique, l'Union des producteurs l'Union des producteurs agricoles du Québec, qui défend un peu l'ensemble des très nombreux modèles agricoles qui se déclinent sur nos territoires. Donc, on sentait que notre voix n'était pas nécessairement toujours présente dans les discussions. Donc, c'est sûr que pour les membres fondateurs, l'autonomie alimentaire, ça fait tous partie de notre ADN. C'est vraiment ce qu'on met en œuvre au quotidien dans nos entreprises. Notre objectif, c'est de mettre en œuvre l'agriculture biologique, mais aussi, évidemment, de nourrir nos communautés, donc de destiner vraiment notre production à notre environnement très proche. Puis, quand on a eu notre comité de fondation, on a rapidement évalué que la forme juridique coopérative de producteurs était intéressante parce que c'est une forme juridique spécifique dans la loi qui donne finalement la possibilité d'avoir des membres au sein de la coopérative qui sont non agriculteurs, non agricultrices, donc des étudiants, étudiantes, des intervenants du milieu, des gens qui partagent la mission de l'AKP, mais que peu importe le nombre de ces membres, de ces membres-là qui sont des membres associés, 75 des droits de vote au Conseil, en Assemblée générale et des sièges au Conseil d'administration seraient réservés à des producteurs et productrices agricoles biologiques. Donc, pour nous, ça nous semblait comme le meilleur des deux mondes. Puis, c'est ce qu'on a choisi comme forme juridique. Donc, la coopérative, c'était aussi ça s'est imposé comme une voie vraiment intéressante pour permettre de regrouper des entreprises indépendantes. C'est vraiment, je pense, important dans le caractère des entrepreneurs qui font partie de notre membrariat. C'est des gens qui ont beaucoup de leadership, qui souhaitent avoir leur indépendance, mais qui ont aussi également besoin de se solidariser. L'agriculture, c'est une profession qui peut parfois mener justement à l'isolement des personnes. Les distances font que parfois, les distances et l'accaparement de la profession là, font que c'est parfois difficile d'entrer en relation avec d'autres gens, puis de partager tant sur le plan humain, mais aussi sur le plan technique. Donc, c'était vraiment un besoin très présent dans le milieu de continuer à rester proche, à se réseauter au-delà de, on fait connaissance souvent dans les milieux d'enseignement, mais une fois qu'on arrive en entreprise, qu'on fonde notre entreprise, comment arriver à maintenir autour de nous une communauté qui partage nos valeurs, puis qui nous permet de continuer à se dépasser, puis d'être tourné vers l'innovation. Donc, c'est vraiment par la coopérative qu'on l'a trouvé. Donc, les différents services de l'AKP, je vous les ai listés dans notre petit résumé qui vous sera probablement offert. On fait des achats collectifs d'intrants, donc on représente des entreprises qui sont quand même de petite à moyenne taille, donc qui n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat. Parfois, c'est difficile d'avoir accès à des produits à un prix acceptable ou encore d'avoir accès à des produits qui sont tout simplement adaptés à leurs besoins. Donc, la coopérative joue ce rôle-là. On fait de l'autoconstruction, donc un peu dans la même veine. L'autoconstruction, c'est un projet par lequel les entreprises vont identifier des besoins techniques qui ne sont pas répondus par le marché. Puis pour lesquels elles vont développer des solutions adaptées, faire du prototypage, des plans, puis ensuite la réalisation de ces outils-là en groupe là, sous forme d'ateliers d'autoconstruction. Donc, on peut penser à des choses quand même assez simples, comme par exemple l'adaptation de laveuses à légumes pour en faire des essoreuses à verdurette et à mesclun. Puis, on peut penser à des trucs vraiment plus gros comme de la machinerie agricole carrément qu'on fabrique à partir du métal dans des ateliers, par exemple, comme à l'école professionnelle de Saint-Hyacinthe, avec qui on a un super beau partenariat puis qui a des installations extraordinaires. Donc, par ces ateliers-là, les entreprises repartent non seulement avec une machine qui est adaptée à leurs conditions de culture, puis qui va leur permettre de continuer à progresser dans l'atteinte de la rentabilité ou dans la consolidation puis la croissance, mais ils vont aussi développer des compétences liées à la soudure, à l'oxycoupage, à l'assemblage, à la sécurité aussi en milieu de travail liée à ces activités-là.
on fait de la mise en marché coopérative. Donc, notre objectif à travers toutes nos activités, c'est vraiment de voir là où on peut avoir une valeur ajoutée puis un impact pour nos membres puis pour la collectivité. Donc, la mise en marché coopérative, on identifie des créneaux où c'est difficile pour une petite, moyenne entreprise agricole biodiversité d'avoir accès à un certain marché. On l'a fait dans les marchés publics de Montréal, par exemple, Atwater, Jean Talon, Maisonneuve, où ça prend beaucoup de disponibilité pour arriver à gérer un kiosque dans ces marchés-là qui demandent plusieurs journées d'ouverture par semaine, mais aussi un assez gros volume de production, puis une gamme élargie de produits et constante. Donc là, c'est là où il y a un avantage compétitif à se mettre en groupe. Même chose pour notre offre au niveau des paniers bio divers. Toujours sous le nom Les Bio Locaux, notre mise en marché coopérative. Donc, panier bio d'hiver, cette année, presque 1800 paniers aux 2 semaines dans la région de Montréal. Puis, quand on a démarré ce projet-là, c'était vraiment parce que la majorité des fermes qui font des paniers bio terminent quelque part en novembre. Puis, ça laisse les gens orphelins de légumes bio locaux pendant une grande période de l'année, soit de novembre à avril. Puis, ça laissait la voie libre à des compétiteurs qui vont avoir une offre un peu semblable à celle des fermiers et fermières de famille, mais qui font de l'achat-revente, donc ils n'ont pas vraiment de lien d'engagement envers les producteurs et productrices agricoles dans leur façon de mettre en marché. Donc, nous, on trouvait ça important de mettre en place une solution coopérative qui nous permettrait de garder avec nous cette clientèle-là, puis de continuer à la servir, tout en répondant aux besoins des producteurs et productrices, qui est de prendre une période de repos, une période dédiée au bilan, à la planification, au redémarrage de la saison suivante. Là. Donc, de prendre à la charge de la coopérative les activités liées à la mise en marché de leurs produits, puis leur permettre de se concentrer sur la production puis le redémarrage là, pendant la période de novembre à mai. On a repris le réseau des fermiers de famille il y a 1 an, en janvier 2020. On en est très fiers. On va fêter les 25 ans du réseau cette année. Donc, évidemment, ça devient un projet très important de la coopérative. On se concentre beaucoup sur la promotion, mais également sur le mentorat, l'accompagnement des nouvelles entreprises, puis de s'assurer que ces nouvelles entreprises-là vont vraiment partir sur un bon pied, puis qui bénéficient du support de la communauté dans l'établissement de leur entreprise, mais aussi de leur mise en marché. Puis, nous, on considère que le réseau des fermiers de famille, ça a collaboré à créer une communauté d'entreprises qui partagent des valeurs fondées sur le respect des agroécosystèmes, incluant les personnes, et la fierté de nourrir leur communauté. Puis, ça a vraiment, en notre avis, là, ça a vraiment participé au dynamisme important qu'on voit dans le secteur maraîcher biodiversifié par rapport à d'autres secteurs de production agricole en ce moment, parce que ça a participé à ce qu'on puisse évoluer dans un contexte de coopération plutôt que de compétition. Donc, la coordination de l'offre que le réseau des familles de famille fait, la stimulation de la demande, la valorisation de ce modèle agricole auprès des différents partenaires et des décideurs fait qu'on a créé vraiment une communauté de pratiques, mais une communauté aussi solidaire qui s'engage aussi à se soutenir dans les moments les plus difficiles. Puis il y a très naturellement à l'intérieur du réseau des mouvements vraiment d'entraide puis de solidarité quand certaines entreprises vivent des périodes plus difficiles. Puis je pense que c'est vraiment une grosse valeur ajoutée de ce travail-là en communauté. Finalement, on considère, je pense que la pandémie a mis, comme le disait Béatrice en introduction, là, des fragilités du système peut-être en évidence. Puis nous, on considère que les circuits courts ont vraiment apporté beaucoup d'inspiration au niveau de la résilience qu'on a démontré, parce qu'on est tellement liés de près avec les gens qui consomment nos produits. On évolue de concert avec notre communauté. Donc, notre offre est vraiment accolée aux besoins de ceux et celles qu'on dessert. Puis, je vous dirais que c'est une relation qui est c'est pas une relation à sens unique autant que ça pourrait l'être, je pense, dans le milieu de la grande distribution, où la grande distribution cherche vraiment à adapter son offre à la consommation. Nous, on fait ça, mais on cherche aussi à adapter la consommation à notre réalité, puis à créer un terrain commun où on crée des conditions qui sont gagnant-gagnant, à la fois pour les consommateurs, consommatrices, mais également pour les gens qui font de la production agricole. Puis ce modèle-là, ça nous permet vraiment de valoriser l'humain et le mode de production derrière le produit. Donc, c'est vraiment plus large. Puis, sur ce, après avoir dépassé mon temps de 1 minute, je vais céder la parole à M. Ferland
de la Fédération des coopératives en alimentation du Québec. Puis, ce qu'on trouve super intéressant avec le modèle que eux mettent de l'avant puis qu'ils développent, c'est que c'est entre autres que ça permet de desservir les milieux ruraux. Puis, dans les circuits courts, je pense que c'est comme un des défis qu'on a à relever. C'est plus difficile de mettre en œuvre des circuits courts dans les milieux où la densité de population est plus faible. Donc, je pense que si on peut se solidariser, participer, puis être partie intégrante de modèles différents, puis participer finalement à rendre les produits des fermes rurales disponibles en ruralité. C'est vraiment quelque chose qui tient beaucoup à cœur à nos membres, puis je pense que ça peut être quelque chose qui peut se faire de façon très intéressante en partenariat. Ceci étant dit, un partenariat entre une ferme locale et un détaillant, par exemple, membre de la fédération, ça demeure un circuit court puisqu'un circuit court fait intervenir un intermédiaire ou moins. Donc, voilà, merci pour votre écoute. Merci, Caroline. Je vais peut-être juste faire un point un lien entre l'intervention parce que je veux relever pour ceux qui nous écoutent, des fois, on dirait que c'est des initiatives disparates. C'est sûr qu'on a dû en choisir certains. Il y a plein d'acteurs en économie sociale de toutes les tailles qui travaillent sur cette question. Donc, on peut se demander pourquoi on choisit celle-ci. Je pense que ça illustre une dynamique plus grande. Et même si vous allez voir, c'est de perspectives différentes, je pense qu'il y a des fils conducteurs qu'on doit relever. Donc, Caroline a parlé de cette notion de prise en charge par la communauté. Ici, on parle vraiment de la communauté des producteurs et de comment cette prise en charge favorise une notion de coopération, de solidarité, tant technique que commerciale, que soutien psychologique. Et cette capacité d'adaptation dans le temps en fonction de leur capacité, mais aussi au service de la communauté. Et là, je pense qu'on a un lien très intéressant avec la prochaine présentation qui est du point de vue plus des consommateurs, qu'est-ce qu'eux cherchent, puis comment on peut faciliter une réponse à leurs besoins. Donc, c'est ça. Sans plus tarder, Michel Ferland, qui est directeur général de la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec. Michel. Merci beaucoup, Béatrice. Merci, Caroline. Très belle présentation. Tu as mis la barre haute. Alors, je vais tâcher de bien remplir, de bien faire suite à ta présentation. Alors, comme Béatrice disait, Michel Ferland de la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec. Évidemment, je pense que notre nom trahit ce que nous sommes. Hein. Nous sommes un regroupement. Nos membres se sont pris en charge à 28 ans. En fait, les coopératives se sont réunies à 28 ans. Puis on dit, on partage plein d'enjeux, plein de défis. Donc, on va s'unir, puis on va fonder une équipe qui va prendre nos défis, puis qui va essayer de les relever, puis va nous aider à être plus forts ensemble. Hein. C'est ça, un peu des regroupements comme les nôtres. Et notre fédération, en fait, notre fédération est composée de au-dessus de 70 coopératives partout au Québec qui opèrent 90 épiceries. Pourquoi 90 épiceries des marchés d'alimentation? C'est que nous avons certaines coopératives qui ont plus qu'un point de vente, bien entendu. Et quand je dis partout au Québec, mais on part vraiment des îles de la Madeleine jusqu'à Amos et vraiment partout entre les deux. Donc, on peut témoigner, nous, que le Québec est un très grand territoire que nous couvrons du mieux que nous pouvons. Et puis, voilà. Et nous sommes très, très fiers des initiatives de nos membres. À la Fédération, en fait, nous, moi, je suis en poste depuis 3 ans. On s'est posé la question il y a 3 ans, comment on peut se distinguer, comment on peut reprendre notre place au sein de cet écosystème qui est de l'alimentation au Québec, qui est très, très large. On a entendu un peu les témoignages de Caroline sur ce que vivent les producteurs et les agriculteurs du Québec. Et nous, mais quel rôle on pouvait jouer comme détaillant là, dans tout ça pour essayer. Puis déjà avant la pandémie, on se posait la question quel rôle on peut jouer au niveau de l'autonomie alimentaire au Québec. Et puis, une des forces d'être dans l'économie sociale, hein, c'est d'être si près de nos membres. Moi, je dis souvent que notre conseil d'administration, c'est comme un focus group auquel on a accès tout le temps. Et dans la coopération, comme dans les coopératives qui sont membres chez nous, moi, à la fédération, je suis un peu une coopérative de coop, en fait. Là. Et puis, donc, mes patrons, ce sont nos membres qui font l'élection d'administrateurs avec lesquels je travaille régulièrement sur les orientations stratégiques de l'organisation. On s'est posé la question, là, quelle place on peut jouer au Québec pour redorer le blason de l'économie sociale au détail dans l'alimentation, s'assurer qu'on prend notre place et qu'on devient un acteur dans le changement pour pouvoir supporter justement les autres paliers de l'écosystème. Et puis, c'est ensemble qu'on s'est réorienté. Hein? On a fait un travail de réflexion stratégique.
Et on a sorti des axes importants, puis je vais vous les nommer parce que je pense que c'est assez révélateur. La première, on a dit, c'est qu'on voulait innover en alimentation, en service de proximité. Pourquoi pas seulement en alimentation? Parce que plusieurs de nos membres ne font pas seulement qu'offrir un service d'alimentation. On a des coopératives qui ont des quincailleries, des stations d'essence, on en a qui fournissent du grain à des agriculteurs. Donc, on devient un peu des marchés de proximité, surtout en région. Le deuxième axe qu'on voulait faire, sur lequel on voulait se concentrer, c'est qu'on voulait affirmer davantage notre distinction coopérative. Moi, je maintiens souvent que dans la coopération, nous souffrons d'une timidité incroyable. Je considère qu'on devrait plus crier haut et fort qui nous sommes, les valeurs qui nous habitent et ce que nous représentons. Alors, on voulait l'affirmer davantage. Ça, vous allez le voir d'ailleurs dans notre projet qu'on a, qu'on l'a adressé assez fortement. Et on voulait s'engager aussi dans une croissance rentable et durable. Pourquoi on voulait avoir cet axe-là? C'est que moi, ce que je trouve qui est vraiment séduisant dans l'économie sociale, c'est qu'on est des acteurs d'enrichissement collectif. Oui, on veut. Moi, j'aime bien M. Landry, notre ancien premier ministre, qui disait pour pouvoir distribuer de la richesse, il faut toujours bien en créer auparavant. Donc, on s'assure d'avoir une approche très affaire avec nos membres. On veut que nos membres soient en santé financière. Mais pourquoi? Parce qu'ils font de l'enrichissement collectif. Non seulement on redonne par des ristournes aux membres qui sont propriétaires des coopératives, mais aussi on fait de la ristourne collective qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on redonne dans les communautés, on supporte des projets de communauté. Et ce qui fait qu'on est des acteurs majeurs de développement économique au Québec, puis nous en sommes très fiers. Alors, en se posant ces questions-là, on s'est dit comment on peut devenir un acteur là-dedans, puis on s'est dit, c'est sûr que pourquoi ne pas créer un modèle d'affaires qui nous ressemble plus? Pourquoi ne pas changer même notre appellation organisationnelle? Donc, on a choisi la fédération, puis d'ailleurs, c'est tout nouveau, hein, on commence à le déployer. Nous allons dorénavant nous appeler ici Coop, la fédération. Pourquoi ici Coop? On le dit, hein, moi j'appelle ça ici, en passant, ça n'appartient pas à Radio-Canada, on a vérifié, là, donc pas besoin de me l'indiquer. Tout le monde me le dit, ici Radio-Canada, c'est pas mal dépassé. Là. Donc nous sommes ici Coop. Et pourquoi ici Coop? Ici, c'est un call to action. Moi j'appelle, excusez-moi l'anglicisme, on crie haut et fort qu'ici, il y a de la coopération, que ce soit avec un point de vente, que ce soit avec des produits, que ce soit avec un geste d'encouragement local. On dit ici, il y a de la coopération. Puis on voulait avoir le mot coop dans notre nom absolument, parce qu'on dit que c'est un enjeu. Là, on veut que les gens sachent ce qu'on est puis ce qu'on représente, puis qu'ils s'intéressent à nos valeurs. Donc, on a dit coop va être assez évident dans notre nom, donc on s'appelle ici coop. Et ici coop, ça va se percoler comment dans nos gestes? Il y a deux choses. Un qui est plus directement en lien avec l'autonomie alimentaire, c'est qu'on souhaite déployer des produits au Québec par des petits producteurs et on va leur donner l'opportunité d'être véhiculés sur nos tablettes avec l'appellation ici Coop. On appelle ça des fois un peu du private labeling, entre guillemets. Nous aimerions pouvoir permettre l'accessibilité aux tablettes à certains producteurs et pas seulement avec l'appellation ici Coop. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir vraiment faciliter ce lien-là entre le champ et les tablettes. Là. On pense que on peut avoir un certain leadership là-dedans, c'est certain. Et nous allons déployer, vous allez voir, tard en 2021 ou tôt en 2022, une bannière ici Coop. Cette bannière-là, ce sont des magasins qui seront banniérés comme ça parce que notre réseau est très peu homogène. Hein. Nous avons des épiceries avec différentes bannières, des épiceries qui sont non banniérées. On a des très grandes coopératives et des plus modestes, mais tout aussi importantes dans leur communauté. Mais ce n'est pas toujours évident qu'ils opèrent sur le modèle coop. Alors, on voulait leur donner l'opportunité de pouvoir utiliser une bannière où on voit cette appellation-là haut et fort. Et d'ailleurs, dans la coopération, de plus en plus, il y a une recrudescence du mouvement de coopérative de solidarité. De plus en plus de nos membres vont utiliser ce modèle d'affaires-là, cette entité-là. Et ce que j'aime de la coopérative de solidarité, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir des membres de soutien, donc ça peut donner une voix aux producteurs, leur permettre de venir non seulement avoir accès aux tablettes du marché d'alimentation de détail, mais aussi de pouvoir avoir une voix au niveau des orientations stratégiques. Puis plus qu'on va se rapprocher, plus qu'on va avoir des situations gagnantes avec ces producteurs-là, bien meilleur on va comprendre leurs enjeux. Je pense que plus qu'on se parle,
puisque c'est facile de devenir un acteur positif dans tout ça. Alors, notre objectif, c'est évidemment, moi j'aime beaucoup, tout à l'heure, Béatrice faisait référence un peu à ça, l'entrepreneuriat collectif, j'aime ça, mais j'aime beaucoup parce qu'on entreprend différemment. On entreprend sur des bases différentes avec l'économie sociale. Et c'est ce qu'on entend faire avec ici Coop, qui commence, qui est notre bébé. On entend le nourrir pour qu'il grandisse. Et on espère qu'il sera présent partout dans toutes les communautés du Québec. Bientôt, vous verrez le premier. On est bien excités. Et c'est avec les acteurs locaux qu'on est capable de faire ça. Hein. Une coopérative, c'est créé par et pour ses membres. Et c'est ainsi qu'on se rapproche et on se rapproche des initiatives locales. C'est un peu ça que Lisanne va nous présenter. Hein? Des beaux projets locaux qui font grandir les communautés. Moi, j'aime beaucoup ça. Je ne sais pas, Béatrice, dans le temps, je suis comment, mais je vais laisser ça là, puis je vais répondre tout à l'heure aux questions. J'ai oublié de partir mon timer. Désolé, je n'ai pas été très, très discipliné. Alors, j'espère que j'ai couvert certaines choses. Moi, je pourrais parler longtemps, là, fait que je vais fermer mon micro. Je vais continuer à parler, le micro fermé. Comme ça, je vais pouvoir fermer. Alors, merci, Michel. Je veux juste encore souligner une couple d'éléments dans ce que tu dis parce que je pense qu'on retrouve encore des points que Caroline abordait, notamment cette capacité, la valeur ajoutée d'une gouvernance collective comme facteur de résilience, comme facteur de redevabilité, donc qui nous permet d'évoluer dans des contextes qui changent, mais aussi comme lieu d'intelligence collective, où on le voit dans l'AKP, ce sont principalement des producteurs, mais ils sont aussi soutenus puis appuyés par des étudiants, plein d'autres acteurs qui ont à cœur cette question. Et là, aussi du côté des fédérations coop agricole, où on est plus dans l'aspect consommation, mais on se soucie aussi de la contribution du point de vue des producteurs ou d'autres membres de la communauté. Et je pense que c'est une façon d'inclure ça qui est beaucoup plus concrète et mobilisante qu'un sondage ou par la grande entreprise ou une base de données sur ce que vous achetez. C'est que vous avez vraiment voix au chapitre. Je pense que c'est aussi très intéressant que tu soulignes la question de faire une économie autrement. Donc oui, ce sont des entreprises, il faut que les gens vivent de ce travail. La question des agriculteurs en particulier, elle est préoccupante au Québec. La question d'avoir des commerces qui sont viables et pérennes, sauf qu'elles font une économie autrement et accroître la part de l'économie sociale dans notre économie, que ce soit dans la production alimentaire ou dans des services de proximité, ça a un impact sur la communauté plus large parce que c'est plus accessible, parce que ça redonne à la communauté, parce que ça s'adapte aux besoins. Et donc, justement, pour nous parler un peu plus de cet aspect de l'impact sur la communauté, puis qu'est-ce que ça change pour une communauté d'avoir de l'économie sociale active sur cette question, j'ai Lisanne Croteau, qui est directrice générale du pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie. Lisanne? Bonjour tout le monde, je suis contente d'être avec vous. Des présentations vraiment inspirantes, effectivement, ça met la barre haute. Je vais seulement partager la présentation ici, ce ne sera pas bien long, donc je vais me cacher derrière ma présentation. Directrice du pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie, qu'on appelle le PCEM pour rendre ça un peu plus court. On fait partie de la grande famille des pôles d'économie sociale au Québec. Donc, notre objectif est de faire la promotion et de s'assurer du développement de l'économie sociale sur l'ensemble du territoire de la Montérégie-Est. Une des raisons pourquoi je pense que c'est notre pôle qui a été interpellé pour ce panel-là, c'est que il y a une grande importance à l'agroalimentaire en Montérégie plus particulièrement. Il y a 60 % de notre territoire qui est alloué justement à l'agroalimentaire, ce qui représente plus de 83 000 emplois sur le territoire. Et malgré l'importance de l'agroalimentaire, comme on peut le voir, il y a encore des déserts alimentaires et il y a encore beaucoup de trucs défaillants à l'intérieur de ce système-là qui est déployé. C'est de là qu'est venue l'idée. On était en train de cogiter à mettre en place un parcours d'incubation d'entreprises collectives, puis on s'est dit pourquoi pas s'attarder justement à l'agroalimentaire. Donc, c'est de là qu'est née l'initiative Montérégie, notre garde-manger, parce qu'on dit souvent, en fait, que la Montérégie est le garde-manger du Québec. Donc, ça permettait à des promoteurs, que ce soit des citoyens, des étudiants, des organismes, entreprises ou autres, qui avaient des idées pour essayer de faciliter l'accès à tous à des aliments sains
et pour améliorer justement les systèmes alimentaires sur le territoire, de pouvoir être accompagnés, de partir de leur idée qu'ils avaient dans la tête pour pouvoir amener à une action concrète, à une entreprise collective qui allait être mise en place par la suite, qui allait être prête au démarrage. Suite à ce parcours-là, on a eu plusieurs observations qui en sont ressorties. On s'est rendu compte qu'il y avait une grande diversité déjà active sur le territoire de projets collectifs en agroalimentaire. On a vu qu'il y avait un désir très grand aussi de produire plus humainement, à petite échelle, que les citoyens avaient le goût d'être impliqués dans la mise en place aussi, dans la gestion des systèmes alimentaires, un plus bel impact social, écologique, économique sur le territoire. On sentait cette effervescence-là. Le but aussi de Montérégie Notre Garde-Manger était d'avoir beaucoup de collaborateurs alentour des projets. Parce que la force du collectif, on dit souvent, c'est que c'est très innovant. On pousse plus loin, on est plusieurs têtes à réfléchir aux projets qu'on veut mettre en place. Donc, on est allé chercher une tonne de collaborateurs qui poussaient les gens à penser en dehors de la boîte, à innover dans leurs projets qu'elle allait mettre en place. Et donc, on voyait les arrimages possibles qui étaient très grands par rapport à tous ces acteurs-là. Et on a vu aussi qu'il y avait une duplication des projets similaires, autant sur le territoire qu'à l'échelle du Québec. Donc, il y a des arrimages peut-être possibles à faire davantage, de se parler pour ne pas nécessairement toujours réinventer la roue et s'inspirer de ce qui se fait aussi ailleurs. Et puis, je pense que Montérégie Notre Garde-Manger nous a fait voir réellement que l'entrepreneuriat collectif est assurément une clé pour réussir à stimuler le développement d'un système alimentaire régional. Donc, on l'a vu vraiment concrètement par tous ces projets-là qui se mettaient en place. On l'a dit, l'autonomie alimentaire est vraiment quelque chose d'inspirant, mais évidemment, il y a plusieurs défis qui s'imposent pour réussir à y arriver. On a déjà plusieurs projets d'entrepreneuriat collectif sur le territoire et ailleurs au Québec qui répondent justement à ces défis-là. Je pense qu'on en a eu déjà la présentation avec Caroline et Michel aussi, qui sont des inspirations. Donc, on a ressorti quelques défis justement, puis des exemples de projets qui répondent déjà à ces défis-là. Donc, il y a entre autres les circuits courts qu'on a parlé tantôt. On a eu une belle définition de Caroline que jusqu'à un intermédiaire, c'est considéré comme un circuit court. Donc, c'est de s'assurer qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible entre le producteur et justement le consommateur. On a évidemment les paniers dont on a parlé tantôt, les biolocaux qui sont super inspirants comme projet. On a les marchés publics aussi qui sont sur place, que plusieurs sont gérés par des entreprises d'économie sociale. Ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent une gouvernance qui rattache beaucoup d'acteurs, entre autres les élus, les producteurs, les consommateurs, beaucoup de bénévoles qui sont impliqués pour pouvoir avoir justement des produits locaux frais, mais qui sont souvent centralisés dans des grands centres, justement, dans des villes où les gens vont aller pour s'approvisionner. Il y a aussi sur le territoire une coopérative de producteurs qui ont développé une plateforme de vente en ligne de leurs propres produits. Donc, c'est le producteur eux-mêmes qui s'assure de la mise en marché de leurs produits sur le territoire. Donc, qui provoque réellement un circuit le plus court possible. On sait aussi, on a parlé tantôt du désir justement des producteurs d'avoir un développement plus humain à plus petite échelle. Évidemment, ça apporte des enjeux aussi à travers tout ça. Il y a des investissements coûteux quand on veut s'acheter de la machinerie ou autres ressources. Donc, le fait souvent de se mettre ensemble permet de pouvoir s'approprier plus de ces achats-là. On sait que les coopératives de producteurs existent depuis des décennies, que ça aide justement dans le domaine de l'agroalimentaire pour avoir de la machinerie qu'on peut se partager. Mais de plus en plus, c'est plus large. Maintenant, il y en a qui veulent acquérir des lieux d'abattage communs, des entrepôts, des cuisines de transformation, justement, qui sont certifiées MAPAC pour permettre justement de transformer eux-mêmes les invendus. On a aussi la problématique du gaspillage alimentaire. On veut maximiser au plein potentiel les productions qui sont faites ici. Donc, on voit éclore un petit peu partout au Québec et de plus en plus des projets de glanage, donc des entreprises d'économie sociale qui vont aller directement chez le producteur pour récupérer justement les légumes moches, souvent qu'on va appeler, pour en faire la transformation et pouvoir le revendre. Donc, ça permet vraiment de maximiser justement toutes les productions.
On a aussi le défi des déserts alimentaires qu'on a parlé tantôt, qu'il y en a en Montérégie, il y en a partout au Québec. Déjà, les coopératives d'alimentation répondent un peu aussi à ce besoin-là. On a parlé des marchés publics qui souvent sont dans des lieux où les gens vont aller principalement pour s'assurer qu'il y ait des ventes des produits. Il y a de plus en plus des marchés publics mobiles pour se permettre que ce soit une caravane ou autre moyen de transport pour aller justement se promener dans ces déserts alimentaires-là et offrir une accessibilité à tous de produits frais et locaux. Et souvent, il y a une sensibilité dans ces projets-là qui sont développés de penser à une tarification sociale, c'est-à-dire de s'assurer que les aliments sains soient vraiment accessibles à tous. Donc, tout dépendant de ton revenu, pour simplifier le modèle, parce qu'il y a plusieurs façons de faire de la tarification sociale, que le coût, justement, mettons, de tes fruits et légumes va être ajusté selon ton revenu familial. Et il y a aussi des épiceries communautaires qui se développent un peu partout sur le territoire qui optent aussi pour ce modèle-là de tarification sociale pour rendre ça accessible. Un des grands enjeux et des défis pour l'atteinte de l'autonomie alimentaire, je pense que ça passe par l'éducation aussi de la population, de changer les habitudes de consommation. Donc, on a des entreprises sur le territoire qui ont déjà pensé à ça en se disant il faut partir de la base si on veut que ça se poursuive dans les générations futures et qui font déjà la promotion auprès de la jeunesse de tout ça. Donc, c'est apprendre aux jeunes dès le primaire et aux écoles secondaires le plaisir de cuisiner, savoir c'est quoi justement les productions justement au Québec, quels légumes poussent quand exactement, les fruits et tout ça, pour changer nos habitudes de consommation. Donc, déjà d'avoir cette éducation-là, mieux comprendre aussi déjà c'est quoi les circuits courts, c'est quoi l'empreinte écologique de l'aliment que je choisis. Donc, si je prends un aliment qui vient du Pérou, c'est quoi l'impact écologique qui en découle. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'il faut réussir à travailler. Ce sont des exemples parmi tant d'autres, mais on voit que les projets en économie sociale, il y en a partout, il y en a plein, il y a des belles initiatives, mais il y a des possibilités justement de peut-être mieux s'arrimer. Je pense qu'il faut réussir à profiter du momentum aussi en ce moment. On parle beaucoup d'achat local, étant donné la crise. On parle beaucoup aussi de l'importance de l'autonomie alimentaire. Ça fait vraiment partie du vocabulaire en ce moment. Il y a un appui politique aussi pour réussir à développer. Béatrice en a parlé tantôt. Ça fait partie du plan d'action gouvernemental en économie sociale. Donc, il voit l'importance que l'entrepreneuriat collectif occupe comme solution pour s'en aller vers une autonomie alimentaire. Donc, je pense que l'entrepreneuriat collectif est un bon modèle parce qu'il permet de mobiliser aussi la panoplie d'acteurs que ça touche. Parce que l'autonomie alimentaire, ça touche tout le monde, que tu sois élu, consommateur, producteur, distributeur. Donc, il faut réussir à travailler ensemble collectivement. Donc, c'est le modèle parfait pour y arriver. Je pense qu'il faut réussir aussi à s'organiser régionalement. On a tous notre couleur différente d'une région à l'autre. Il y a déjà des projets qui existent. Donc, réussir à utiliser, de ne pas réinventer la roue, d'utiliser déjà ce qui se fait dans le territoire et réussir à faire des liens aussi à travers tout ça. Donc, je pense qu'il faut établir des objectifs clairs, précis, pour s'assurer justement d'avoir un système alimentaire régional qui soit durable et viable dans chacune des régions du Québec. Donc, voilà. Merci, Lisanne. Je pense qu'on a la chance d'avoir 3 intervenants qui ont été vraiment éloquents, fait que j'ai l'impression que c'est moi qui me répète à tirer des liens entre ça, parce que je pense qu'ils l'expriment très clairement, mais je veux juste souligner que tous 3 ont parlé d'une espèce d'une forme de collectif, mais ancré. Tu sais, la CAP, Caroline a parlé c'est des producteurs qui sont des leaders, des gens autonomes qui veulent faire leur affaire, mais il y a une valeur à être regroupé. Donc, on ne perd pas son autonomie, mais on se donne une force supplémentaire. Les coops alimentaires, même chose, une diversité de besoins, de réalités territoriales, mais ensemble, on arrive à se renforcer et soutenir des nouvelles initiatives. Et je pense que Lisanne aussi parle de toute cette diversité, puis de ne pas réinventer la roue. Et de possiblement s'associer pour faire mieux quand c'est possible ou de s'inspirer de pratiques ailleurs quand elles ont marché. Je pense que ce collectif ancré sur les territoires
préserve le développement territorial, préserve cette diversité aussi, qui est un gros enjeu sur la question de l'autonomie alimentaire, d'avoir toute une diversité de production, de formes de consommation et que ça nous rend plus résilients. Et aussi la question de la conciliation des intérêts, parce qu'on parle de la question, la situation des producteurs, les besoins des consommateurs. On n'a pas parlé ici beaucoup de sécurité alimentaire, mais c'est un enjeu aussi au Québec. Mais aussi il y a des considérations environnementales et c'est un gros défi auquel on a fait face. Alors, comment on rallie toutes ces informations et on les met ensemble? L'économie sociale est particulièrement bien indiquée pour donner des voix à tous ces acteurs et trouver une solution collectivement qui va répondre au maximum d'enjeux dans une réalité ancrée dans un territoire. Donc, merci beaucoup pour ça. Peut-être j'ai une couple de questions que j'avais préparées. Si vous avez des questions pour l'ensemble des panélistes aussi, vous pouvez les mettre dans le chat. Quand on n'est pas capable d'y répondre tout de suite par manque de temps, souvent, on essaye de prendre ça en compte pour la suite des choses. Moi, une des questions que j'aurais pour vous, c'est sur la question de système alimentaire. En chantier, on parle beaucoup de ça par rapport à une réalité d'un ensemble d'entreprises qui opèrent soit dans une production ou transformation ou dans une région, et la notion de système. J'aimerais vous entendre les trois sur qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette notion-là de système alimentaire, pourquoi c'est important, puis qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour les renforcer? Oui, j'ai dit une question, mais c'est trois. Ben, je peux peut-être commencer. J'en parlais justement du système alimentaire à la toute fin. Tu sais, je parlais qu'il y avait déjà des initiatives sur le territoire. Je pense que c'est de réussir à mieux, justement, coordonner le tout. Quand je parlais de plan régional, c'est un petit peu ça, de réussir à faire un système alimentaire qui est cohérent et qu'on répond à tout. Donc, transformation, distribution, consommation, gestion, valorisation aussi de tous les aliments, puis vers la production, c'est s'assurer que tout ça forme un tout et que tout soit répondu aussi régionalement en répondant aux besoins, justement, du territoire, là, que ce soit viable. Ah, vas-y, Caroline. Caroline a levé la main. Ce que j'allais dire, c'est que nous, on pense qu'on réfléchit beaucoup à ça dernièrement parce qu'on pense qu'une des problématiques qui est liée aux obstacles rencontrés par les circuits courts pour leur développement, c'est qu'on a beaucoup, dans le développement de l'agroalimentaire, depuis les 30 dernières années, mis l'accent sur une approche filière. Donc, une approche comme spécialisée par production où on assoit autour d'une même table la production, la transformation, la distribution, le détail, mais pas la consommation. Puis, les circuits courts étant très transversaux, c'est difficile, on se retrouve à être toujours en position de marginalité dans des structures telles que les filières. Donc, on réfléchissait, la coop, là, tout le monde ensemble, à des solutions puis à des pistes de propositions finalement pour proposer quelque chose qui serait plus structurant dans le cadre des circuits courts. Puis, je pense que ce qui est le plus intéressant à envisager, c'est la question de système agroalimentaire territorialisé. Parce que le circuit court est vraiment lié à la proximité, puis à une réalité territoriale, puis à une consommation aussi qui a des couleurs régionales, puis au fait de développer des partenariats. Puis, je pense que c'est peut-être la chose à faire attention dans un sens, là, quand on parle de système agroalimentaire, c'est de valoriser aussi les entreprises qui intègrent tous les maillons de ces filières-là agroalimentaires et qui cherchent à opérer toute la chaîne de façon autonome pour être en contact direct avec la clientèle. Puis des fois, je pense que quand on réfléchit les choses sous forme de système, on n'a plus de place. Je vais peut-être ajouter quelque chose, si vous permettez. Premièrement, je pense qu'une des choses qui peut aider dans tout ça, c'est ce que vous avez créé ce midi, là. Pour moi, qu'on soit tous ensemble ici, puis que moi, j'ai pu faire une présentation avec Lisanne et Caroline. J'ai appris à connaître Lisanne et Caroline. C'est comme ça, hein, ça commence par des individus, ces choses-là, souvent, là, et on va créer des initiatives. Puis je pense qu'un système, c'est la somme de plusieurs parties, puis chaque partie, ben, on a des experts dans chacune des sphères. Puis nous, ben, nous sommes détaillants dans la vie. C'est ce qu'on fait, puis on comprend qu'on a un rôle important à jouer. Puis, si nous, on apprend à connaître mieux
par des échanges comme ça, les réalités des producteurs, les réalités des distributeurs, les réalités, bien, je pense qu'à se parler comme ça, on va être capable de trouver le chemin. Là. On a certainement l'intelligence collective pour être capable de comprendre comment amener le produit brut jusqu'aux tablettes, puis rendre ça faisable au Québec. C'est sûr qu'on est capable. Et nous, c'est un défi qu'on se donne dans notre organisation, c'est qu'on veut devenir un acteur, on veut devenir un acteur qui va permettre ça. Et juste, nos balbutiements là, de marque maison nous ont fait comprendre la complexité de ça. Là. On ne la comprenait pas, juste comme détaillant. Puis là, juste de commencer à discuter avec des gens, on comprend que l'écosystème est complexe et qu'on a besoin des experts des autres niveaux. On ne deviendra pas un expert. On ne peut pas s'improviser. Et moi, personnellement, juste tranche de vie, je suis un consommateur des paniers. J'adore ça, des paniers bio. J'en ai ici à côté de chez moi. Tout ça. Puis je trouve que c'est une belle initiative que vous avez mis en place. Ce que je trouve triste, ce n'est pas qu'elle existe, c'est que vous aviez été obligé de faire ça parce que peut-être vous n'avez pas eu le support nécessairement au niveau des détaillants pour pouvoir amener vos produits dans le système généralisé qu'on a de détail au Québec. Alors, nous, on va essayer de faciliter ça pour vous, pour que ça ait du sens aussi financièrement. Là. On s'est compté, là, on comprend que vous avez une réalité, que nous, on a une réalité. J'aime beaucoup, j'adhère beaucoup, excusez, j'achève, là. J'adhère beaucoup à cette espèce de capitalisme conscient, moi, de gagnant. Si tout le monde, on s'entraide, on est capable d'y arriver. Là. Fait que j'espère que l'initiative de ce midi va permettre ça. Tisser des liens entre nos organisations. Puis je pense que le système va être plus fort si on fait ça. Voilà. Merci. Il y a plein de questions intéressantes, certaines qui sont spécifiques à une région ou une forme, une chaîne du maillon. Fait que je vais peut-être on va relayer ces questions-là plus tard pour y apporter. Moi, j'en aurais une plus générale qui est autour de... On a parlé de l'intérêt de se regrouper, je pense, pour plein de gens qui soit qui connaissaient pas avant vos réseaux ou en général sont interpellés par cette question et qui veulent s'impliquer. Comment on peut s'impliquer plus sur cette question-là en tant que citoyen, mais aussi, est-ce que vous avez des attentes par rapport aux gouvernements locaux, vos municipalités, ou par rapport au gouvernement du Québec ou même le gouvernement du Canada? Qu'est-ce que vous voyez comme tout ce genre d'autres acteurs qui ne sont pas juste en tant que posture de producteurs ou de consommateurs? Comment on peut vous soutenir ou soutenir la question de l'autonomie alimentaire? Si vous voulez, je peux commencer là-dessus. À l'AKP puis au Réseau des familles de famille, on réfléchit beaucoup à ça ces dernières années parce qu'on voit qu'on a besoin d'appui de la part de la population puis de tous les partenaires pour faire notre place dans le modèle agricole dominant parce que je pense qu'on n'est pas dans le modèle agricole dominant, donc c'est difficile de s'intégrer dans un modèle agricole dominant puis de proposer une alternative. Puis ça fait tranquillement son chemin, mais on sent qu'on a besoin d'avoir des alliés là-dedans. Puis on est en train de mettre sur pied, on vient d'avoir en fait le financement du programme proximité du MAPAC pour faire une mutualisation au niveau des ressources en communication des fermes du réseau des fermiers de famille en Estrie pour bâtir ensemble un discours éducatif, puis des outils de communication, mais vraiment éducatifs destinés à nos clientèles puis à nos réseaux existants. Puis ce qu'on veut faire avec ça, c'est d'outiller les gens parce qu'on sait, là, nous, entre nous, que le bouche à oreille, là, c'est notre vecteur promotionnel numéro 1. Mais maintenant, sachant ça, ça veut dire que les gens ont envie, sont spontanément appelés à parler de leur expérience autour d'eux. Donc, on se dit, bien, qu'est-ce que c'était si on outillait ces gens-là pour devenir non seulement des vecteurs de promotion, mais des ambassadeurs, ambassadrices, puis des gens qui vont avoir envie de s'impliquer au niveau des enjeux politiques, sociaux qui sous-tendent le système agricole actuel de façon à donner une tangente puis à chercher à influencer dans le sens de l'ouverture du modèle agricole pour faire plus de place au modèle émergent. Donc ça, c'est vers ça qu'on s'en va. C'est sûr que moi, ce que j'aimerais ajouter peut-être à ça, c'est comment on peut. Je pense que, premièrement, tu posais la question comment les élus peuvent
peuvent supporter ça, nous supporter. Moi, je pense que la réalité la plus difficile qu'on a à faire comprendre aux gens, c'est comment la province du Québec est un vaste territoire qui n'est pas si tant peuplé que ça, là. Donc, ce qu'on essaie de... L'enjeu le plus difficile, je trouve, c'est de rendre accessible des produits de Amos en Gaspésie, là. La distance physique est très, très grande. Puis je pense que les acteurs, moi, ça fait 2 ans que c'est mon cheval de bataille d'essayer de faire comprendre que ça serait intéressant que c'est une initiative d'un producteur local qui souhaite être présent partout, ben, puisse le faire, puis qu'il y ait un support gouvernemental pour que ça existe. Moi, je crois qu'il faut absolument faire ça. Il y a des initiatives en France comme les épis et tout ça qui peuvent faire parce que il y a une densification de population plus grande. Nous, on a un défi. Je pense que ça peut être les gouvernements et les élus peuvent nous aider là-dedans. Ce que les gens peuvent faire, mais moi, je pense que nous, ce qu'on peut jouer, moi, j'aime beaucoup être dans l'action, c'est je pense qu'il faut qu'on fasse connaître mieux ce qu'on est de plus en plus. Puis tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut dire, qui va exprimer. J'ai beaucoup aimé, j'ai entendu le mot éducation quelques fois tout à l'heure. Puis moi, à chaque fois, ça m'excite parce que je considère que nous sommes absents des curriculums pour des gens qui veulent faire de l'entrepreneuriat. Je suis membre je suis administrateur au Centre de transfert d'entreprise du Québec, puis j'arrête pas d'en parler. Je considère qu'on est inexistant dans un curriculum. On devrait l'être plus parce que pour quelqu'un qui veut faire de l'entrepreneuriat collectif, c'est une belle solution. Moi, je considère qu'on est encore trop humble là-dedans. Et puis parce qu'à partir du moment qu'on sera plus connu, mais les gens vont comprendre l'implication qu'ils peuvent avoir comme administrateurs, et ils vont comprendre la notion qu'acheter, c'est voter. Lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on se promène à l'épicerie, on prend des décisions tout le temps. Lorsqu'on pose un geste d'achat, on vote, c'est sûr. Donc, c'est ça qu'il faut répandre plus, je crois. Mais de notre côté, je pense que tu parlais comment réussir à s'impliquer en tant que citoyen aussi, entre autres avec les projets qui étaient en démarrage en Montérégie notre garde-manger ou dans les incubateurs. Des fois, ils cherchent des gens supplémentaires à travailler les projets avec eux, donc il y a possibilité de les mettre en lien. Nous autres, il y a des plateformes qui existent pour la promotion justement de l'agroalimentaire Montérégie notre garde-manger, de la promotion justement de toutes les initiatives à travers le territoire. Donc, des fois, c'est juste de se renseigner sur qu'est-ce qui existe régionalement déjà pour en faire la promotion, si vous avez le goût de vous impliquer dans des projets. Sinon, dans ce qu'on met de l'avant, entre autres, Montérégie notre garde-manger, on parlait de collaborateurs tantôt. Toutes les MRC est impliquées aussi à travers cette initiative-là. Donc, ça permet une sensibilisation, voir les possibilités aussi de projets à développer et voir les alliages qu'ils peuvent faire eux aussi à l'intérieur de ce parcours-là. Donc, je pense que c'est de penser dans nos initiatives à faire voir justement le rayonnement de ce qu'on développe pour qu'il y ait des changements aussi régionalement. Merci, c'est super intéressant. Il reste peut-être le temps pour une dernière question, mais je dirais sur la question de l'autonomie alimentaire, parce que je pense que c'est une des grandes préoccupations au Québec. Est-ce que vous êtes plutôt confiant de comment vont les choses? Puis qu'est-ce que ça prend de plus c'est ça, au niveau système, à l'échelle du Québec? Comment vous voyez aller les choses? C'est toujours moi qui parle en premier. Vas-y, Lisanne. Non, mais je n'osais pas, on attend tout le temps qui va ouvrir le micro en premier. Je pense qu'on a à avoir confiance. Tu sais, tantôt, je parlais de momentum. C'est le temps d'en profiter. On sent justement que le discours est ouvert et qu'on a le goût que les choses changent. Je pense que c'est à longue échéance aussi. Là. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. On a beaucoup de choses à changer. On en a vu quelques défis tantôt, mais il y en a d'autres aussi. Donc, de réussir à s'organiser, de placer les choses pour s'en aller vers là. Il y a des changements à apporter, mais je pense qu'il faut se mettre dans l'action dès maintenant, justement, vu qu'il y a une ouverture. Mais tout passe par l'éducation aussi, mais par les changements concrets qu'on peut mettre en place. Encore une fois, je pense que le modèle d'économie sociale est parfait pour réussir à regrouper tous les gens qui veulent aller vers l'avant pour ça. C'est sûr, si tu permets, Caroline, moi, je crois beaucoup, je dis souvent, la coopération prend sa force dans l'intercoopération. Plus qu'on va se parler entre nous, plus qu'on va, déjà en partant, si on est capable de s'organiser,
si on ne s'organise pas, on va se faire organiser. Fait que on est capable de s'organiser, de se parler, puis entre nous, de trouver des solutions dans notre petit écosystème qui vont ensuite rayonner vers l'extérieur, j'en suis convaincu. Là. Puis je pense, une chose qu'on oublie souvent, là, les mots que j'aime beaucoup moi, dans la vie, c'est leadership et courage. Ça prend du leadership. Vous en avez fait preuve aujourd'hui en faisant cette rencontre-là. Maintenant, il faut qu'on ait le courage de prendre des décisions, là, des fois, qui ne sont pas toujours, qui peuvent des fois être audacieuses, qui peuvent des fois nous challenger au niveau de nos idées préconçues financières. Mais on est différent. On disait tantôt, on veut entreprendre différemment. Pour entreprendre différemment, il faut avoir du courage. Puis je pense que ça va prendre ça. Ça va prendre ça ensemble. Puis je crois sincèrement que, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on intercoopère ensemble, on va être fort, c'est sûr. Moi, je vois ça vraiment très positivement. Puis aussi, je vois ça positivement. Malheureusement, là, des fois, ça prend des situations, mais l'histoire du Québec nous a démontré l'économie sociale. Les élus l'ont souvent choisi pour relancer l'économie lorsqu'on a des situations difficiles comme on vit présentement. Alors, on a le momentum dont Lisanne parlait. Il est là, il est réel. Si on se fie à l'histoire, il va être encore de plus en plus présent. Fait que sautons dans le bus quand il passe. C'est important. Puis j'ajouterais, ben nous, on se fait souvent dire que 85% de ce qui se vend dans les supermarchés sont des produits transformés, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'attention qui est mise sur le milieu de la transformation, par exemple, au niveau des argents puis des pouvoirs publics. Mais je pense que la pandémie, justement, nous a démontré qu'on n'a pas manqué de mets préparés congelés pendant la pandémie. On a manqué de farine, de levure, puis de pots maçons. Donc, je pense que ça démontre à quel point les gens, ils sont perméables, puis qu'ils sont tout à fait ouverts et sensibles aux nouvelles réalités, puis qui sont capables de s'adapter. Donc, je pense qu'il faut sortir du paradigme où on dit on doit faire la promotion des produits du Québec. Je pense qu'on peut engloutir des milliards de dollars en promotion sans générer des changements durables de consommation chez les gens. Je pense qu'on pourrait avoir un impact à court, moyen et long terme beaucoup plus grand en parlant d'éducation. Puis je pense qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de volonté des pouvoirs publics de s'en aller en éducation, une perception que pour le politique, c'est pas payant de faire de l'éducation, que d'essayer d'influer sur la façon dont les gens pensent et consomment, c'est incompatible avec l'idée d'avoir envie de se faire réélire. Donc, je pense qu'il faut avoir, puis là, je vais suivre Michel là-dessus, là, du leadership et du courage politique. Merci. Je pense que c'est vraiment des notes inspirantes sur lesquelles conclure ce webinaire, mais ça fait aussi la transition vers le prochain webinaire qui est justement sur la question de la transition écologique. Puis je pense qu'on fait le lien dans la question de l'alimentaire et l'agroalimentaire parce qu'il y a un impact certain sur la question de l'environnement, de la façon qu'on produit au Québec et qu'on utilise nos ressources. Mais il y a aussi la façon qu'on consomme a aussi un impact. Donc, on va parler de tout ça, de comment l'économie sociale peut contribuer à une transition écologique. C'est le 11 février de 12h30 à 1h30, un peu comme aujourd'hui. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais vraiment remercier les trois panélistes. J'aimerais remercier tous les participants qui étaient là et plein de commentaires, mais aussi des suggestions, des projets qui ont été mis de l'avant dans le chat qui sont super intéressants. L'ensemble du webinaire va être rendu disponible dans les prochains jours là, sur le site du chantier. Donc, sur ce, je vous souhaite bon après-midi à tout le monde, puis merci d'avoir été là. Au revoir.